Vous aimez l'histoire? Nous aussi. Alors, si nous passions une heure ensemble, voici l'émission Passé-Présent numéro 13, l'émission d'histoire de Philippe Conrad. Bonjour, cher Philippe. Bonjour, Catherine. Aujourd'hui, dans notre première partie, nous parlerons de la traite esclavagiste musulmane en Afrique. Ça nous renvoie évidemment à une actualité douloureuse, l'enlèvement de ces lycéennes par la secte Boko Haram dans le nord du Nigeria. Puis, dans notre deuxième partie, Catherine évoquera la figure d'un membre du commando Kiefer. Cela nous renvoie à la commémoration prochaine du débarquement de Normandie. Et puis enfin, dans la dernière partie, nous avons un invité, c'est le colonel Niclou, président de l'association du Musée des Blindés de Saumur, et qui, de plus, vient de publier un ouvrage consacré à la Première Guerre mondiale, plus précisément à l'histoire d'une unité particulière, mais cela va nous permettre d'évoquer un certain nombre d'épisodes marquants de ce conflit fondateur. Alors, on l'a vu, l'opinion mondiale s'est émue à la suite de l'enlèvement de 200 lycéennes dans le nord-est du Nigeria, enlevées par la secte islamiste Boko Haram. Il nous a paru intéressant de replacer dans une certaine continuité historique cet épisode dramatique, puisque ces régions d'Afrique ont été soumises pendant très longtemps, pendant des siècles justement, aux trafiquants d'esclaves musulmans. Et cette traite musulmane, il faut bien le dire, qu'elle bénéficie, si l'on peut parler ainsi, d'une certaine amnésie. On en parle peu, alors qu'à l'inverse, la traite atlantique, elle, fait l'objet d'une hypermnésie, puisqu'il s'agit, à travers sa dénonciation ô combien légitime, de culpabiliser les peuples européens pour un passé esclavagiste et colonial, censé les disqualifier à tout jamais. Alors, cette traite musulmane, elle a pourtant représenté un épisode considérable dans l'histoire de l'Afrique, puisqu'elle va concerner à peu près 17 millions d'individus, là où la traite atlantique en a concerné à peu près pendant 3 siècles 10 millions. Cette traite musulmane, on a eu l'occasion de l'évoquer il y a quelques années, quand Olivier Grenouillot, un historien tout à fait reconnu, a osé en parler, en la mettant sur le même plan que la traite atlantique. Il a été l'objet d'une véritable chasse aux sorcières. Donc il nous a paru utile et nécessaire de revenir sur cette question, de rappeler que la traite négrière occidentale, celle de l'Atlantique, elle a été interdite par les Européens. Ce sont un certain nombre d'esprits hostiles à la condition qui était faite aux malheureux noirs. Il s'agit par exemple de l'abbé Grégoire de Brissot en France, il s'agit de Wilberforce en Angleterre, et tout cela va se terminer avec les abolitions que l'on sait dès 1848 en France avec Victor Schœlcher. Il est toujours bon de le rappeler, de rappeler aussi que cette traite négrière en Afrique, elle se terminera grâce à la colonisation de l'Afrique. Ce sont les puissances coloniales qui vont y mettre un terme en mettant fin aux exactions des marchands d'esclaves du type Samori ou Rabat, pourtant présentés aujourd'hui parfois comme des champions de la lutte pour l'indépendance, ce de manière un petit peu discutable. Donc la colonisation aurait eu quand même des bons côtés, ce qu'on n'entend pas trop dire. Voilà, on va dire qu'il y en eut quelques-uns, au moins. Et encore, aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de parler des razzias, des barbaresques qui s'attaquaient aux Blancs, aux chrétiens en particulier. Ça ferait une autre émission, un autre sujet très important aussi. Je renvoie ce sujet au livre de Jacques Hers sur la piraterie barbaresque qui fournit toutes les informations nécessaires sur ce domaine bien particulier. Nous nous en tiendrons aujourd'hui simplement à la traite proprement africaine. Il y a un livre qui n'a pas bénéficié d'ailleurs d'une grande publicité, qui a été publié en 2008, réédité en 2012, qui a été écrit par un anthropologue africain, un livre intitulé « Le génocide voilé ». Vous voyez, le titre en lui-même est tout un programme. C'est aux éditions Gallimard. Aux éditions Gallimard. Et je voudrais vous lire quelques lignes de l'auteur dans la présentation initiale de son sujet.
Sous l'avancée arabe, la survie était un véritable défi pour les populations. Des millions d'Africains furent razziés, massacrés ou capturés, castrés et déportés vers le monde arabo-musulman, cela dans des conditions inhumaines, par caravane à travers le Sahara ou par mer à partir des comptoirs à chair humaine de l'Afrique orientale. Telle était en réalité la première entreprise de la majorité des Arabes qui islamisaient les peuples africains en se faisant passer pour des piliers de la foi et des modèles de croyants. L'ampleur de cette tragédie inaugurée par les Arabes est en cela unique. Elle correspond à une forme inédite d'esclavage, de par son intensité, sa justification, sa nature, mais surtout sa durée, 13 siècles, et le nombre de sociétés qui l'ont pratiquée. Cette entreprise gigantesque aurait pu conduire à la disparition totale des peuples noirs sur le continent africain. Donc vous voyez, nous avons affaire là à un travail réalisé par un historien, par un anthropologue africain, qui met en avant, qui met en lumière la part qu'a représentée dans les malheurs de l'Afrique cette traite spécifiquement musulmane. Alors, nous parlons là de quelle région d'Afrique? Quelles sont les régions les plus touchées? Avant d'aborder les régions, la question des régions qui ont été les plus affectées, il faudrait dire quelques mots des caractéristiques de cette traite musulmane. Je renvoie d'ailleurs à cette occasion aux ouvrages bien connus de notre ami Bernard Lugan, son Histoire de l'Afrique, Afrique, Histoire à l'endroit, ouvrages dans lesquels il a consacré des chapitres importants à cette question et où il a réalisé une synthèse claire et à peu près définitive sur ces problèmes. Alors la traite musulmane, on l'a dit tout à l'heure, 17 millions d'individus concernés, c'est l'évaluation sur laquelle on s'arrête. Elle a duré surtout du 8e au 20e siècle et non pas du 16e au 18e comme la traite atlantique. Et il va de soi que les abolitions décidées en Occident, en Angleterre, en France, puis dans les autres grands pays au XIXe siècle, n'ont pas concerné, bien sûr, cette traite musulmane qui s'est poursuivie, avec la complicité d'ailleurs de populations locales, de populations africaines locales, qui se sont faites les complices de ce trafic. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la colonisation européenne qui a permis de mettre fin à tout cela. Alors cet esclavagisme musulman, il s'inscrivait aussi dans une certaine vision des choses, qui était cautionnée d'ailleurs par le Coran, puisque dans le territoire de la guerre, le Dar el-Harb, eh bien, il était tout à fait légitime de s'emparer des kafirs, des païens, pour les réduire en esclavage. C'était d'autant plus facile que les musulmans, les Arabes, se sont construits une représentation du noir au cours de ces siècles-là qui était effectivement tout à fait dévalorisante. Par exemple, le célèbre penseur berbère Ibn Khaldoun, qui est un des grands esprits dans l'histoire du monde musulman, eh bien, au XIVe siècle, voilà ce qu'il nous disait à propos des Noirs. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Plus au sud du Soudan, il n'y a plus de civilisation digne d'intérêt. On n'y trouve que des hommes plus proches des bêtes que d'un être intelligent. Ces gens-là vivent dans des lieux sauvages et des grottes. Ils mangent de l'herbe, des graines crues. Quelquefois, ils se mangent entre eux. On ne peut les compter au nombre des humains. Donc avec évidemment une telle représentation des Noirs, tout était permis ultérieurement pour les trafiquants de chair humaine. Une caractéristique de la traite musulmane, à la différence de la traite atlantique, c'est que du côté de l'Atlantique, on recrutait essentiellement, ou on enlevait, on razziait, le terme recruter n'est pas exact bien sûr, des hommes qui étaient susceptibles d'être employés bien sûr dans les plantations, dans les îles à sucre des Antilles, ou bien dans les plantations du Brésil par exemple. Donc il s'agissait d'avoir des travailleurs. Du côté de la traite musulmane, on va surtout récupérer, razzier des femmes et des enfants. Et les hommes, quant à eux, mais qu'est-ce qu'ils en faisaient alors? Ils se font massacrer. Qu'est-ce qu'ils en faisaient de ces femmes? Ils se font massacrer, ces femmes, pour différents services. Ils étaient utilisés pour des services domestiques. Pour certaines, c'était l'esclavage sexuel qui les attendait. Quant aux enfants, pour ce qui concerne les garçons, ils étaient systématiquement châtrés pour fabriquer les eunuques dont étaient demandeurs à l'époque les pays
pays musulmans, ce qui correspondait à des mortalités évidemment effrayantes, puisque certains spécialistes de ces questions, je pense à Gordon, pensent que sur 200 jeunes garçons ainsi émasculés, on pouvait compter un survivant seulement. 1 sur 200. Voilà. Alors, vous m'avez posé la question des régions d'Afrique qui ont été spécialement concernées par ce phénomène. Il y en a essentiellement 3. Il y a d'abord l'Afrique qu'on pourrait appeler ouest sahélienne, qui correspond en gros au territoire sahélien de l'ancienne Afrique occidentale française. C'est là un trafic d'esclaves qui s'est mis en place très tôt dans le contexte des grands trafics transsahariens qui se sont établis dès le Moyen-Âge par les caravanes. Les esclaves étaient des marchandises, étaient des produits, au même titre que le sel, que l'or, que l'ivoire, par exemple. Très tôt, il y a eu des populations locales islamisées elles-mêmes qui ont servi de relais pour ramasser et razzier les esclaves en question. Et c'est un courant qui s'est maintenu pendant des siècles, que l'on connaît assez bien parce qu'au XIXe, les premiers explorateurs de la région, les Anglais Mango Park et Clapperton par exemple, l'Allemand Nartigal, ont décrit assez précisément ce qui se passait dans ces régions. En 1822, par exemple, Clapperton et Denham, son compagnon, vont suivre pendant plusieurs jours une caravane d'esclaves qui s'apprête ainsi à traverser le Sahara, et la description qu'il donne est tout à fait édifiante puisque c'est par dizaines que se comptent chaque jour les morts dans cette sinistre caravane. Ça veut dire que les malheureux étaient mal nourris, maltraités, épuisés. Il y avait évidemment une mortalité effrayante durant ce qu'on pourrait considérer comme des marches de la mort. Il faudra la colonisation, encore une fois, pour sauver des populations entières, leur permettre d'échapper à cette perspective. Alors ces routes sahariennes, elles allaient vers le Tafilelt marocain, elles allaient vers Tunis, surtout vers Tripoli aussi, à partir des régions du Tchad, vers Tripoli où on embarquait une partie de ces esclaves en direction des marchés du Levant. Il y a encore des pays d'Afrique sahélienne aujourd'hui, tels que le Tchad, la République centrafricaine, on est en plein dans l'actualité, qui ont été tout à fait concernés, qui n'existaient pas évidemment en tant qu'État à l'époque, mais qui ont été tout à fait concernés par ce trafic, que l'on a du mal à quantifier, parce que là évidemment il n'y a pas d'archives. La traite atlantique, eh bien, les embarquements sur les navires, il y a un minimum d'archives, de comptables en quelque sorte, qui ont pu être exploités. Là évidemment il y a très peu de traces écrites, mais ce que l'on constate, c'est le dépeuplement de régions entières. Outre ces régions de l'ouest sahélien, il y a aussi les régions du Haut-Nil, ce qui correspond en gros au Soudan actuel. Et là, le trafic d'esclaves s'est mis en place plus tardivement, au début du XIXe siècle. Les Égyptiens vont fonder Khartoum, au confluent du Nil bleu, du Nil blanc, en 1830, et ils vont aller se servir massivement dans les régions du Bahr el-Ghazal qui se trouvent plus au sud, jusque dans les régions de l'Équatoria un peu plus tard. Tout cela, c'est à partir, en gros, de 1840. On a là aussi un trafic d'esclaves très intense, avec, là encore, des traces qui demeurent aujourd'hui. Dans la guerre civile qui a opposé le nord du Soudan au sud, dans les événements du Darfour, on retrouve manifestement des suites, des conséquences à long terme de ce trafic d'esclaves de l'époque. Et là aussi, nous avons des témoignages de voyageurs, l'Allemand Schweinfurt, Samuel Baker, que le khedive égyptien Ismaïl va d'ailleurs envoyer dans ces régions pour mettre un terme à cette traite des esclaves. Il a eu beaucoup de mal à mettre en œuvre ce programme. On peut même dire que ça s'est conclu sur un échec. Dans cette région, il y avait aussi un trafic d'esclaves important à travers la mer Rouge. Ça s'est progressivement atténué parce que les Anglais sont installés à Aden, les Français à Obok et à Djibouti, mais cela va persister encore longtemps. Henri de Montfred a apporté encore un témoignage sur ces phénomènes au XXe siècle. Et puis on a des cas à Médine, en Arabie, en 1888, on vend encore 5000 esclaves africains dans l'année, qui viennent généralement des périphéries de l'Éthiopie, c'est-à-dire qui sont passés en gros par ces régions de la mer Rouge. Mais la région qui a été la plus affectée, là où la situation a été la pire, c'est ce qui correspond
à ce qu'on peut appeler la traite orientale. C'est l'Afrique orientale proprement dit. C'est là que la traite a été la plus dévastatrice. Et une traite qui va se développer vraiment complètement, qui va atteindre son apogée au XIXe siècle. Le sultan de Mascate, aujourd'hui c'est le sultanat d'Oman, va décider, il contrôlait l'île de Zanzibar, il va décider d'y installer des plantations de girofliers à une époque où on a besoin de main-d'œuvre. Alors on va commencer à importer de la main-d'œuvre pour cette raison, en direction de Zanzibar. Tout ça pour des clous de girofle. Hein. Le sultan Ibadi, d'ailleurs, va déplacer sa capitale de Mascate à Zanzibar au XIXe siècle, c'est dire l'importance de l'île et de cette activité bien particulière. Et puis, il y avait sur les côtes de l'océan Indien des comptoirs arabes depuis très longtemps. Les Arabes s'étaient installés là dès le Moyen-Âge, bien sûr, mais tournés vers la mer, se préoccupant peu de l'intérieur. À partir d'un certain moment, eh bien, ces comptoirs arabes vont s'intéresser aux profits qu'ils peuvent tirer de la traite négrière à partir des régions de l'intérieur. Ils vont s'appuyer dans un premier temps sur des tribus, sur des populations locales qui vont leur servir de rabatteurs, qui vont se charger d'aller razzier la marchandise, entre guillemets. Et puis, à un moment donné, ils vont s'occuper eux-mêmes des choses, ils vont pénétrer dans l'intérieur avec des troupes de mercenaires. Ils vont fonder Tabora à mi-chemin entre la côte de l'océan Indien et les Grands Lacs. Puis ensuite, ils vont fonder Ujiji sur les bords du lac Tanganyika. Et là, ils vont aller ramasser leur bétail humain. Et cela pendant des dizaines d'années. Ils vont même pousser plus loin à l'ouest. Ils vont établir un comptoir même sur le cours supérieur du Congo. Donc on est là dans un espace qui va en gros du sud du Soudan au nord du Mozambique et de la côte de l'océan Indien jusqu'au Congo, jusqu'à l'est de la cuvette congolaise. Et cet espace-là va être littéralement dévasté, dépeuplé par la traite durant toute cette période. Là aussi, on a des témoignages de voyageurs bien connus, Richard Burton par exemple, Livingstone, Vernet Cameron aussi durant cette époque. Alors là, il s'agit de razziades violentes. Hein. On récupère ainsi les malheureuses victimes. Ceux qui opposent une quelconque résistance sont évidemment massacrés. Et ensuite, on a de longues cohortes, de longues caravanes d'esclaves qui partent pour un voyage qui va durer parfois jusqu'à 3 mois en direction de la côte pour se retrouver finalement à Zanzibar où on va les retaper un peu, les nourrir un peu mieux pendant quelques temps pour qu'ils soient présentables. Et puis là, on a le grand marché d'esclaves de la région durant toute cette période. Sachant qu'il fallait payer un droit de douane quand on arrivait à Zanzibar avec ces cargaisons d'esclaves et que dans ce cas, eh bien, ceux qui étaient un peu trop mal fichus ou qui étaient malades, etc., on les balançait ou trop vieux. Pour ne pas payer l'impôt. Voilà, on les balançait évidemment à la mer et vendus sur ce marché de Zanzibar, ils étaient soit utilisés sur des plantations locales, soit expédiés en direction du golfe Persique, hein, ce qu'on appelait la région de la côte des pirates ou vers l'actuel sultanat d'Oman, vers Mascate. Hein. Alors c'était une affaire extrêmement rentable, extrêmement juteuse pour les trafiquants, hein, puisqu'on évalue que l'esclave qui est acheté de 2 à 6 dollars à Tabora, donc en Afrique orientale, il en vaut entre 13 et 20 en arrivant à Zanzibar, et il en vaut 60 quand il est vendu à Mascate. Alors on imagine les marges, n'est-ce pas, entre guillemets, que les trafiquants pouvaient réaliser. Énormément de pertes. Alors il y avait bien sûr des pertes considérables. La mortalité était tout à fait effrayante. On peut considérer que sur ceux qui sont razziés initialement, il y en a 5 sur 6 qui meurent en route, qui n'arrivent pas à Zanzibar. Comme on a là un minimum de documentation, on évalue entre 1830 et 1875, c'est-à-dire pendant 45 ans, que 743 000 esclaves sont passés par le marché de Zanzibar. Ce qui veut sous-entendre que si ce rapport de perte est bien réel, ça veut dire qu'en amont, il y a pratiquement 3 millions de victimes dans cette marche de la mort depuis la région des Grands Lacs jusqu'à la côte de l'océan Indien. Et cette horreur s'arrête quand? Va s'arrêter progressivement au XIXe siècle parce que la Royal
Royal Navy va chercher à intercepter les bateaux, les boutres qui transportent ce bétail humain. Et puis, il va y avoir une grosse action aussi des sociétés missionnaires protestantes et puis aussi des catholiques. Les pères blancs, les pères du Saint-Esprit seront en première ligne aussi pour faire reculer l'esclavage. Mais ce sera un travail de très longue haleine, puisque on a encore la mention d'une caravane d'esclaves identifiée en Libye en 1929, puisqu'on a encore des ventes d'esclaves en 1960 à la Mecque, en 1964 au Yémen. L'abolition de l'esclavage n'interviendra qu'en 1962 en Arabie Saoudite. Au début des années 60 en Mauritanie lors de l'indépendance, mais il y aura 4 interdictions successives ensuite, ce qui veut dire que l'affaire était loin d'être réglée. Ce qui est intéressant, c'est que nous mesurons aujourd'hui à quel point les situations actuelles sont en grande partie héritées de telles séquences, de tels épisodes. La guerre civile au Soudan, qui a commencé dès l'indépendance du Soudan entre Nord et Sud, elle est marquée bien sûr par tout ce passé-là. Les musulmans du Nord venant razzier les Nuer et les Dinka, païens ou chrétiens, ensuite des régions du Sud. On a vu comment au moment de l'indépendance du Tchad, immédiatement les Toubous du Nord, les anciens razzieurs, se sont opposés aux Tchadiens du Sud installés à N'Djamena, et ça a été le début de guerres qui ne se sont jamais véritablement terminées. Et les événements du Darfour il y a quelques années et qui continuent aujourd'hui, tout récemment les événements de République centrafricaine, s'expliquent largement par ce passé, les représentations qu'il a engendrées dans les populations de la région. On voit bien donc que tout cet héritage historique, il a largement contribué aux situations tragiques que nous connaissons aujourd'hui. Merci Philippe. Nous nous retrouvons après une courte pause. À quelques jours des commémorations du 6 juin 1944, je vous propose de découvrir la vie d'un jeune Français, Maurice Chauvet, qui a vécu toute cette guerre d'une façon très, très forte et très originale, puisqu'il va finir dans le commando Kieffer, le célèbre commando Kieffer. Et il va d'ailleurs libérer Paris aussi, et va terminer la guerre en Hollande. Donc il va faire une guerre tout à fait plus qu'honorable. Alors ça commence au moment de l'armistice. Il est sur un croiseur qui s'appelle le Georges Legge, il est en Méditerranée. Et le capitaine, le visage défait, leur annonce que le combat s'arrête, que Pétain a demandé l'armistice et que la guerre est finie. Lui est très triste, très choqué, mais il voit que ses copains à bord sont ravis, sortent les accordéons, sortent des petits coups à boire, chantent et qu'il y a une grande fête sur le Georges Legge. Ça le choque profondément et il décide de quitter la marine dès que possible. Il arrive à Paris en même temps que les survivants de Mersel Kébir. Vous savez, le 3 juillet, Mersel Kébir, ce terrible jour pour la marine française. Et il est dans le même train que les survivants de Mersel Kébir. Et surprise, à la gare à Paris, ils sont accueillis en héros par la musique allemande. Alors ça aussi, ça ne lui plaît pas, parce que là, il touche du doigt que, ben oui, le pays est vraiment occupé. Du coup, il n'a qu'une idée, continuer le combat d'une façon ou d'une autre. Alors c'est un jeune homme qui a 22 ans à l'époque, qui est très, très innocent. Il est d'une famille parisienne, il a 3 frères qui vont d'ailleurs faire de très belles guerres eux aussi. Hélas, un ne reviendra pas de déportation. Et Maurice donc décide de rejoindre la zone non occupée. Il va atteindre Marseille et là, il traîne, il ne sait pas trop quoi faire. Il a entendu à la BBC « rejoignez un port ». Donc voilà, il est à Marseille, mais il faut bien vivre, il n'a pas beaucoup d'argent. Et il trouve un petit travail au bureau de chômage des jeunes. Il y travaille quelques semaines et il en profite pour faire un point de résistance aux Allemands. Tellement bien qu'il va finir par se faire remarquer par Vichy et pas remarquer en bien et qui doit disparaître très très vite avant d'être arrêté. Il s'engage sur le premier bateau qui passe et qui part au Dahomey. Et il a toujours l'idée de continuer le combat.
Et il va faire, j'allais dire une croisière en Méditerranée, ce n'était pas vraiment une croisière, hein, c'était beaucoup plus sportif que cela. Et il cherche la première occasion pour rejoindre les forces françaises libres. Il va finir par voler un canot, c'est même un you-you, c'est un tout petit canot, avec deux marins norvégiens, qui sont aussi d'accord pour se sortir de cette situation. Et il est à Port-Lyautey à ce moment-là, donc c'est quand même pas tout près de Gibraltar, mais c'est un marin, il se dit, bon, il y a 3 jours de mer, je sais naviguer, 3 jours de mer, on arrive à Gibraltar, on est accueilli à bras ouverts par les Anglais et on nous emmène à Londres. Et là, s'il va être pris dans une tempête terrible, vous savez, ce coin de l'océan Atlantique, ça peut être très très rude, même l'été, et il va se trouver drossé sur une côte tout à fait inhospitalière à Algésiras. Et il ne parle pas espagnol, il ne parle pas anglais non plus d'ailleurs, mais il dit Gibraltar, anglais, force française libre. Les Espagnols lui disent oui, oui, et le mettent en prison. Et là va commencer une détention extrêmement dure. Et il ne comprend même pas pourquoi il est en prison. Il se dit, mais l'Espagne, c'est neutre, qu'est-ce que je fais là ? Il va pouvoir faire presque, comme il disait lui-même, faire un guide touristique des prisons espagnoles, parce qu'il va en faire 4 ou 5, dont le tristement célèbre camp de Miranda, du côté de Burgos, où vraiment la vie est très dure. C'est pas le camp de concentration d'Allemagne ou de Pologne, mais c'est une détention extrêmement dure, avec très peu à manger. Il fait très froid, il y a des mauvais traitements, il y a des morts quasiment toutes les semaines, et surtout il y a un esprit épouvantable. Par exemple, la première fois qu'il reçoit un colis de la Croix-Rouge, pour lui c'est formidable, ce sont des chaussures, mais il se les fait voler immédiatement. Alors il y aurait de quoi désespérer. Eh bien non, il y a 2 choses qui vont le sauver. D'abord, c'est un dessinateur. Et c'est pour ça qu'on connaît si bien sa vie. C'est que tout au long de ses aventures, il dessine le soir les scènes qui l'ont marqué. Et il a réussi à sauver tous ses dessins. Alors le plus difficile, c'est dans les camps espagnols. Mais il arrive à récupérer des petits bouts de papier et un tout petit morceau de crayon. Et tous les soirs, il dessine. Alors c'est très naïf, mais c'est bien vu. Et la mise en scène de ces dessins est très intéressante parce qu'on a l'essentiel. Et grâce à ça, on peut le suivre pendant toute la guerre. Alors, qu'est-ce qui va le sauver aussi? C'est son esprit de scoutisme. C'est un garçon qui est issu du scoutisme et donc il va créer un mouvement scout avec le lever des couleurs, etc. Et ça va changer l'esprit dans ce camp de prisonniers qui est tellement désespérant. Il va quand même passer 18 mois dans ces camps. Il sort en très mauvaise forme physique, mais toujours remonté à bloc, il n'a qu'une idée, c'est atteindre Londres. Il va avoir encore plein d'aventures que je n'ai pas le temps de vous raconter. Il va retourner en Afrique du Nord, on ne gagne pas son billet pour Londres comme ça. Et enfin, à Gibraltar, il embarque sur un bateau qui va aller en Angleterre. Il a d'ailleurs la surprise de voir le général de Gaulle qui vient leur serrer la main. Et ça sera la seule fois où il va le voir pendant toute la guerre. Il arrive après peut-être quelque chose comme 12 jours de mer, parce que le bateau entre Gibraltar et l'Angleterre doit éviter les mines, donc ils font un très large détour. Mais là, il a le temps de parler avec les autres qui sont à bord, et on lui dit le mieux, ce sont les commandos. Et donc, en arrivant en Angleterre, il n'a qu'une idée, c'est être recruté par les commandos de marine. Ça ne va pas être si simple du tout. La première épreuve éliminatoire, c'est de courir en moins d'1 heure, donc 60 petites minutes, 12 km avec tout le barda. Or, il faut penser que, bon, d'accord, il a 23 ans ou 24 ans, mais il sort de mois de détention, de malnutrition, donc il n'est pas au mieux de sa forme. Et puis, c'est très lourd et c'est très compliqué. Et la plupart abandonnent assez vite. Et puis, lui, il se traîne lamentablement et en même temps, il veut réussir cette partie-là. Et il va arriver 12 secondes avant le gong final. Donc, ça y est, il a gagné sa place pour aller dans le camp d'entraînement d'Aknakari, en Écosse. Et alors là, les choses
les choses sérieuses vont vraiment commencer. Déjà, ils y vont à pied depuis le train, ils marchent une vingtaine de kilomètres, toujours avec tout le bardame, enfin à côté de ce qu'il avait connu, ça allait. Et quand ils arrivent dans ce camp, en bienvenue, on leur fait visiter un faux cimetière avec sur les plaques tombales la cause de la mort. Et le sergent instructeur leur explique, voilà, celui-là, il avait fait ça, il ne fallait pas, vous voyez, il est mort. Et ils vont apprendre très vite, enfin en plusieurs semaines, d'un des entraînements les plus durs qu'ils soient connus de faire. On leur fait tout. S'il pleut, ils sont torse nu pendant des heures, et puis la pluie glacée d'Écosse, c'est pas drôle. S'il fait chaud et beau, au contraire, on leur met des gros chandails et ils doivent continuer l'entraînement. On les entraîne avec, tenez-vous bien, des poteaux télégraphiques. Ils doivent porter et lancer des poteaux télégraphiques. Alors je sais bien qu'en Écosse, c'est un peu la tradition, hein, le lancer d'arbres, mais enfin lui, c'était un petit gars parisien, donc il a du mal. Évidemment, entraînement à toutes sortes d'armes, au tir instinctif, entraînement au débarquement avec à la pagaie, l'escalade et tout ça pas très bien nourri, hein, finalement. Il est surtout nourri de porridge et d'une sorte de viande compressée qu'ils appelaient la viande de serpent, qui est en fait une sorte de corned beef. Mais bon, il s'aguerrit. Et un jour, c'est le débarquement, le commando Kiefer, donc les 177 petits Français, dans toute cette masse qui va débarquer le 6 juin, il y a quand même ces 177 petits Français. Ils vont débarquer à Ouistreham et leur mission, ça sera de prendre le casino. Et ça ne va pas être simple du tout, du tout, du tout. Et si vous regardez le film Le jour le plus long, vous verrez ces combats et comment finalement il faut aller chercher un char parce qu'on n'arrive pas à déloger les Allemands du casino de Ouistreham. Il est blessé, mais il continue le combat. Il aura d'ailleurs quelques mots un petit peu dur pour certains Normands qui, par exemple, râlent parce qu'on installe des blessés dans la grange et qui dit le Normand dit du temps des Allemands, c'est pas comme ça que ça serait passé. Bon, il n'apprécie pas trop, ce qu'on peut comprendre. Il termine brillamment la guerre et au moment du tournage du film Le jour le plus long, il va être conseiller technique, très bien payé par Daryl Zanuck. Ça a été une affaire énorme, le tournage de ce film, et je vous engage vraiment à revoir ce film. Enfin, je pense qu'il passera sur les chaînes de télévision bientôt. Simplement, Maurice Chauvet, il avait une exigence de précision, et il finit par dire à Daryl Zanuck, mais si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, ça ne sert à rien que je sois conseiller technique, très bien payé. Donc, je pars. Et il va quand même être très bien payé, mais il considérait que le film, au moins sur ce qu'il avait vécu, lui, c'était du grand n'importe quoi. Il faut noter que Cornelius Ryan, qui a écrit le livre Le jour le plus long, a eu la même réaction et a quitté le tournage lui aussi. En tout cas, Maurice Chauvet est mort il y a pile 4 ans aujourd'hui, donc on lui rend hommage. Et vous pouvez retrouver ses dessins dans un livre qui s'appelle « Fusiliers marins commando de la France libre ». C'est publié aux éditions Italiques et ce sont des dessins d'une fraîcheur et d'un charme très, très rétro, et en même temps c'est très précis. Et c'est un témoignage tout à fait unique sur ce 6 juin 1944. Alors nous commençons maintenant la 3e partie de notre émission avec notre invité, le colonel Jean-François Niclou, qui dirige l'association du musée des blindés de Saumur. Le colonel Niclou a fait une carrière militaire, il a été Saint-Cyrien, il a d'abord servi dans l'arme de la cavalerie, et ensuite il a fait l'essentiel de sa carrière dans l'aviation légère de l'armée de terre, où il a commandé un régiment d'hélicoptères de combat. Ensuite, il s'est également consacré à des fonctions de conseil dans le domaine de l'industrie de l'armement, notamment à la délégation générale pour l'armement. Alors, mon colonel, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler, bien entendu, du musée des blindés de Saumur, qu'il faut faire découvrir et connaître à nos téléspectateurs, mais aussi parce que vous avez publié
un ouvrage tout à fait remarquable intitulé « Leur sang et leur gloire », un ouvrage en 2 volumes qui est consacré à l'histoire d'une unité durant la Première Guerre mondiale. Il s'agit du 29e bataillon de chasseurs à pied. On sait le rôle qu'ont joué les chasseurs durant la guerre. Ils ont été un peu les héros de cette guerre de 14. On les a souvent considérés comme une troupe d'élite, hein, d'où leur surnom de Diable Bleu. Mais à travers ce parcours d'une unité particulière, eh bien, nous découvrons en fait toute l'histoire de la guerre. Nous en retrouvons tous les épisodes majeurs. Tout cela est présenté d'une manière particulièrement vivante, d'autant que vous étiez spécialement intéressé par cette unité puisque votre père y a servi. Alors, ces Diables Bleus qui sont engagés donc dès l'été de 1914, hein, je crois que le titre que vous aviez prévu pour le premier volume initialement, c'était l'échec au Kronprinz, parce qu'il se trouve justement face à cette 5e armée allemande qui va peser de tout son poids sur le front de Lorraine. C'est elle qui est confrontée à Verdun à ce moment-là. Et alors nos chasseurs, là, que font-ils pendant cette période? Eh bien, effectivement, ils participent au sein de leur division et même de leur armée à la bataille de la Marne sur son flanc est. Après avoir pris contact avec les troupes allemandes à la frontière du Luxembourg, ils ont participé à ce combat retardateur qui les a menés dans la région de Bar-le-Duc. Et là, ils livrent avec d'autres, notamment avec un autre bataillon de chasseurs à pied qui est le 25e, ils livrent la bataille de la Vaumarie, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a été une bataille déterminante dans le succès de la bataille de la Marne, parce qu'elle a empêché les troupes allemandes de prendre à revers tout le dispositif du général Joffre, et qui aurait bouleversé toutes ces unités qui attendaient sur la Marne pour repartir en action. Et ça, c'est une affaire dont on parle malheureusement assez peu. Le succès de la bataille de la Marne, sans bien évidemment méconnaître l'aspect principal, dépend beaucoup de cette action sur la bordure est, qui a été déterminante parce que les troupes allemandes ont été du coup forcées de reculer jusqu'au parallèle de Verdun. Je crois que vous faites bien de le signaler et d'insister sur ce point. La victoire de la Marne n'a été possible que parce que sur l'ensemble du front, partout, on s'est battu magnifiquement, on a réalisé des prodiges. Oui, je pense à la deuxième armée de Castelnau en Lorraine, à laquelle on avait prélevé des unités pour les ramener donc vers le théâtre principal de la Marne, mais qui va réussir dans la bataille de la Trouée de Charmes à stopper la poussée allemande, qui va tenir les crêtes du Grand Couronné pour sauver Nancy. Je pense à la 3e armée de Sarail aussi à Verdun qui se bat à front renversé, avec les batailles des forts, des Hauts-de-Meuse, etc. Il y a eu là des faits d'armes absolument remarquables qui ont été un petit peu oubliés effectivement par rapport au combat du château de Mondement, par exemple, ou de l'affaire champenoise, là où on avait effectivement le théâtre principal de la bataille. Alors la guerre continue, une fois le coup d'arrêt donné sur la Marne. Alors ce bataillon, après donc, cette première année pratiquement face aux troupes du Kronprinz, changent de théâtre d'opération, comme on dit maintenant, et vont en Champagne, et ils participent alors ils vont à pied depuis la région de Verdun où ils sont, jusqu'à Châlons-sur-Marne de l'époque. Ils mettent à peu près un mois pour aller à pied, de nuit, pour ne pas se faire repérer par l'aviation adverse qui est déjà bien présente. Et curieusement, c'est que quelques années après, ils font le même parcours en camion, c'est-à-dire qu'ils le font en 3 heures, après avoir fait 30 jours de marche. Ce qui est un révélateur extraordinaire et qui montre la mutation qu'a connue l'armée française entre l'armée de 14, qui est encore une armée du 19e siècle, et l'armée déjà mécanisée que commande Pétain à partir de 1917. Alors, il participe donc à la bataille de la Marne, de Champagne, qui c'était ce premier espoir de voir le
front allemand, les troupes allemandes reculées vers la frontière, qui malheureusement, en dépit d'une préparation minutieuse et d'un engagement de troupes très très important, n'a pas eu succès escompté. On a gagné une vingtaine de kilomètres. Alors, vu de maintenant, c'est pas grand-chose, mais dû à l'époque, ça a nécessité quand même un sacrifice très très important. Un sacrifice très important, oui. Voilà. Cette offensive de Champagne que l'on a reprochée ensuite à Joffre, on a dit, oui, voilà, c'est-à-dire que tous ces combats-là, comme la bataille de la Marne elle-même, hein, le général Joffre avait eu un mot d'esprit qui est resté dans les mémoires. Je ne sais pas si c'est moi qui ai gagné à la bataille de la Marne, mais si on l'avait perdu, je sais qui l'aurait perdu. Oui, parce qu'on lui opposait généralement Gallieni pour savoir qui avait eu l'idée initiale de la manœuvre. Donc après quelques mois, bien sûr ponctués de faits d'armes, et de combats quotidiens, et de relèves, et de vie difficile dans ces tranchées naissantes, là, il participe à la bataille de Verdun, puisqu'on arrive eux sont engagés en juillet 1916, alors que la bataille de Verdun, depuis février 1916, depuis que la bataille de Verdun est déclenchée, bon, c'est un combat épouvantable. Eux participent dans la partie sud du champ de bataille, vers le tunnel de Taval, à une action sinistre mémoire de mémoire entre le tunnel de Taval et le fort de Vaux. Voilà. Il reste plusieurs semaines, là. Et puis ensuite, ils sont retirés après un coup de main assez significatif, assez courageux sur un dépôt, un dépôt occupé qui était transformé en fortin par les troupes allemandes. Ensuite, ils vont partir vers Soissons. Donc pendant Soissons, ça sera un peu plus calme pendant quelques mois. Ouais. Ouais. Pendant quelques mois seulement. Oui. Et puis, ils sont dirigés sur la bataille de la Somme. Voilà, alors là, c'est un déplacement qui se fait en train, bien évidemment. Et ils vont, en septembre 1916, participer à cette bataille de la Somme qui a commencé le 1er juillet et qui, peu à peu, quand même, est marqué de succès, quoi qu'on en dise maintenant. Alors certes, il y a eu aussi des pertes très très importantes, mais en même temps que les camarades britanniques qui se battaient à quelques kilomètres, où ils ont engagé d'ailleurs les premiers chars sans un succès très significatif, ce bataillon, au sein de la division et du corps d'armée, bien évidemment, se bat dans la région de Bouchaven. Et participe un peu à cette progression du front qui peu à peu, dizaines de kilomètres par dizaines de kilomètres, se poursuit. Et ça a été, à mon sens, une erreur des commandements suivants, c'est qu'au lieu de continuer dans cet espace où l'armée allemande n'avait pas le temps de créer des fortifications solides, on a cessé de combattre violemment dans cette région pour reporter l'effort sur le chemin des Dames en avril 1917, où là, les Allemands avaient eu le temps de se fortifier de façon très très solide. Et puis bénéficier de conditions naturelles, d'une topographie. Alors voilà, c'était vraiment l'endroit. Enfin, quand on est un peu spécialiste, on s'aperçoit qu'il y a un endroit où il ne fallait pas attaquer, c'est là. D'abord, il fallait franchir une rivière, sous le feu des canons, bien évidemment. Il fallait monter en haut de la crête et s'attaquer à ces lignes de défense qui avaient été solidement construites. Enfin, le bataillon est engagé là en avril 1917 et sans vouloir se vanter, contrairement à une autre partie de l'armée française, notamment dans la partie Est, cette division obtient quelques succès puisqu'elle arrive à s'emparer du chemin des Dames. Et même à le border dans sa partie nord, si bien que je le dis en quelques mots dans mon livre, que les soldats poussent des cris d'allégresse quand ils voient la cathédrale de Laon. De Laon, oui. Qui a un peu une valeur de symbole. Bien sûr. Bien sûr. Mais donc, et à l'automne 1917, alors où se retrouve alors donc le chemin des Dames, pour eux, ils sont retirés du chemin des Dames quelques semaines après l'offensive. À noter que dans ce bataillon, peut-être était-ce parce qu'il était bien commandé, qu'il avait obtenu quelques succès, il n'y a pas de drame, comme l'ont trouvé malheureusement beaucoup d'unités de l'armée française avec des mutineries. Qui sont touchées par la crise de la discipline. Ce bataillon, d'après les études que j'ai menées, n'a pas de condamnation pour mutinerie dans cette période. Un point intéressant, oui.
Donc la guerre se continue. Alors la guerre continue, alors là ils vont changer en septembre, août, à l'été 1917, ils vont prendre le train, et pour une fois des trains un peu aménagés. Hein, alors on a parlé du train de marchandises dans lequel les soldats étaient entassés, etc. Ça s'est certainement passé comme ça. Mais ils avaient des wagons un peu aménagés, alors ça m'a permis d'étudier un peu comment ils étaient déplacés. C'est le résultat de l'arrivée au commandement en chef de Pétain. Certainement, qui a pris des mesures pour que les soldats... Qui a vu l'importance qu'il y avait pour le maintien du moral de conditions améliorées. Un peu plus confortable. Alors ils suivent un long cheminement en train, mais ponctué d'arrêts dans des gares où on leur sert à la nourriture. Bon, évidemment, c'est pas une restauration étoilée. Hein. Mais il s'arrête plusieurs fois et à ce moment-là, il débarque à Remiremont, dans les Vosges. Alors là, pendant quelques semaines, ils respirent, parce qu'ils sont dans les Vosges. C'est l'été, la fin de l'été, septembre. Ils sont bien accueillis par la population. Ils font des aubades, des retraites au flambeau. Donc, pour eux, ils respirent un peu pendant quelques semaines. Ça, c'est agréable à lire dans ce monde absolument brutal, violent de la guerre et inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques jours agréables pour ces soldats. Qui l'ont on bien a certaines mérité. Sympathies pour eux. Voilà. Qui l'ont bien mérité, bien sûr. Oui, ils arrivent dans un secteur, là, dans les Vosges, qui a été un théâtre assez terrifiant de la guerre en 1915, qu'on a souvent oublié, parce que l'état-major français s'était mis en tête de contrôler ce qu'il appelait les observatoires sur la plaine d'Alsace, c'est-à-dire les noms tristement connus de l'Ilsenfürst, de la Tête des Faux, du Lingekopf, le linge, de l'Hartmannswiller Kopf, que nous traduisons par le vieil Armand. Là, on a consenti des pertes tout à fait effrayantes dans des combats qui ont duré toute l'année de 1915, sans que l'objectif fixé présente l'intérêt que l'on croyait. Le commandement lui-même a cessé à la fin de 1915 d'envisager la conquête de ces positions. Et on peut dire là qu'on a quand même... l'année 1915 a gagné son surnom d'année sanglante, parce qu'on a perdu beaucoup de monde pour des objectifs qui finalement n'en valaient pas vraiment la peine. D'ailleurs, les chasseurs ont acquis à cette période le titre de diable. Les diables bleus. Alors, les Allemands les ont appelés les diables noirs. Schwarzen-Teufel. Mais eux, du fait de leur uniforme, sont appelés les Diables Bleus. Oui, et c'est un peu pour ça que j'ai intitulé le deuxième tome Les Diables de Fer, parce que donc c'était des diables. Et puis quand on lit, quand on voit ce qu'ils ont fait, il faut une volonté de fer. Alors je me suis dit que le titre de Diable de Fer il est très bien trouvé, approprié pour cette deuxième phase de la guerre. Alors là, je crois, je vais faire une petite parenthèse, parce que nous allons rendre justice aussi aux compagnons d'armes de ces diables bleus. Ce sont les diables rouges, ceux du 15-2, du 152e régiment d'infanterie de Colmar, qui existe toujours aujourd'hui et qui s'est glorieusement battu à l'Hartmannswiller-Kopf avec les chasseurs, avec les diables bleus, qui furent commandés en Alsace par un chef remarquable qui était le général Serret, qui a été tué au combat. J'ai vu sa tombe au pied de au pied de l'Hartmann. Et là, c'est une affaire, c'est un épisode qui est assez oublié de la Première Guerre mondiale, parce qu'on pense évidemment Verdun, Chemin des Dames, la Somme. C'est pas une bataille industrielle de la même envergure, mais là, il y a des pages de gloire absolument extraordinaires qui ont été écrites sur ce front des Vosges au cours de l'année 1915. Et je crois qu'on peut vraiment conseiller les livres du colonel Niclou. Le premier, d'ailleurs, a une préface écrite par le général André Bach, qui est un camarade de promotion un de vos camarades de promotion. Et le second, une préface du général Alain Bernède. Les deux livres sont publiés chez Hanovie et c'est très intéressant parce qu'on voit aussi la vie humaine, la vie de ces combattants, dont votre papa, colonel. Oui, c'est un peu ce que j'ai voulu faire en faisant revivre ces héros, car ce sont des héros, et je dis dans ma préface que dans chaque famille française, il y a un héros.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en ce moment où les héros ont des visages nettement différents. Oui. Dans chaque famille française, il y a un héros. Et moi, quand j'ai des contacts avec mes lecteurs, ils me disent « Ah oui, mais moi, mon grand-père, ceci, mon grand-père, cela ». Et c'est quelque chose qui est très, très... très fort, qui est resté très fort dans notre société. Oui. Bien sûr. Et les téléspectateurs retrouveront des cartes, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'illustrations familiales, beaucoup de photos personnelles. J'ai voulu mettre des croquis parce que je me suis aperçu que comme on rentre forcément dans le détail, puisque la vie de ces soldats était souvent réduite à un petit bout de terrain, j'ai pensé que le lecteur serait perdu s'il n'avait pas de quoi fixer son attention. Merci pour ça. Alors les habitants de Verdun connaissent ça. Oui. Je ne suis pas sûr qu'à Carcassonne, on sache bien où se passe tel ou tel endroit. Même sans aller jusqu'à Carcassonne. Et je pense que même les habitants de Verdun découvriront des choses très intéressantes. Alors le temps nous presse, Philippe, il faut passer à un deuxième sujet. Outre ces deux ouvrages que je recommande chaleureusement à nos téléspectateurs, nous voudrions aborder avec vous, mon colonel, un autre sujet. Je l'ai annoncé au début, vous êtes le président de l'association qui s'occupe du musée des blindés à Saumur. Je crois que c'est une institution, un musée tout à fait original, tout à fait exceptionnel, et je pense que c'est très utile de pouvoir le présenter à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors ce musée des blindés, donc installé à Saumur, où se trouve l'école d'application de la cavalerie, Saumur bien connu pour l'épisode héroïque des cadets de Saumur en 1940. Ce musée des blindés, quelle est son histoire? Comment est-il apparu et comment fonctionne-t-il? Parce que je crois qu'il a une organisation assez originale. Alors d'abord quelques mots sur son histoire qui est assez originale. En fait, le début de ce musée vient des matériels allemands qui ont été récupérés à la fin de la guerre. Comme c'était des matériels de qualité, l'armée française a récupéré en Allemagne un peu tous les modèles demeuraient intacts, parce que les Allemands, qui étaient de bons soldats, détruisaient leur matériel quand ils ne pouvaient plus rouler. Bon. Et donc il y en a un grand nombre qui ont été rassemblés pour servir l'industrie française qui devait renaître, puisqu'il n'y avait plus d'industrie militaire française à l'époque. Et tous ces engins sont revenus à Saumur, après des aventures diverses, et un lieutenant-colonel, qui était d'ailleurs un jeune homme à la libération de Paris, et qui s'est ensuite engagé dans la deuxième DB, a, à force de courage, rassemblé beaucoup de matériel français, allemand et de tous les pays d'Europe, et américains, bien évidemment. Donc peu à peu, ce musée s'est constitué. Il a d'abord été implanté dans un ancien manège au centre-ville, puis la place manquant, le ministère de la Défense a acheté une ancienne manufacture de tabac qui était inutilisée et transformée en musée vers les années 1995. C'est donc relativement récent cette implantation. Donc nous avons 220, à peu près 230 matériels exposés sur 10 000 m². Nous recevons 48 000 visiteurs par an, français et étrangers. Nous avons des visiteurs qui viennent du bout du monde. J'ai des Australiens qui écrivent sur le petit livre à la fin, c'est la deuxième fois qu'on vient. C'est assez passionnant de voir des gens d'Uruguay, alors j'avais des Chinois l'autre jour qui sont venus, donc c'était assez intéressant. Mais le musée est merveilleusement organisé. Moi je veux rendre hommage à la muséographie parce que c'est pas un musée de peinture. Quand on a un char-tigre, il faut... Oui, alors là on arrive à l'organisation parce que les bâtiments et les matériels appartiennent à la Défense, ce sont des matériels militaires. Mais comme le ministère de la Défense ne voulait pas y mettre des gardiens de musée, à mon avis, il vaut mieux avoir des soldats quand même que des gardiens de musée, il a pris, donc on a passé une convention en 1983 avec l'association dont je suis le président, qui est chargée de l'ouvrir au public et de participer à la mise en valeur de la collection. Donc ça veut dire aussi restaurer les pièces. Donc alors nous avons une équipe de 4 mécaniciens qui sont des ouvriers d'État, qui sont là. Mais bien souvent, l'association participe à l'achat des pièces de rechange, puisqu'on ne peut pas retrouver dans le domaine actuel. Quand on cherche des pièces de rechange pour les FT-17 de la Première Guerre mondiale, on va faire sur mesure des pièces qui sont usinées. Voilà. Et le rôle du ministère de la Culture là-dedans, où est-il ?
Oui, il nous entoure de sa bienveillance, Oui, mais oui, Ah, vous avez de la chance. on ne le voit pas beaucoup. Non, non, oui. on ne le voit pas Oui, beaucoup. Oui, Non. ils ont d'autres Non, combats. puisque on a une position alors qui est effectivement originale, mais qui a un mauvais côté. C'est-à-dire que, comme c'est du matériel de la défense et des bâtiments de la défense, les collectivités locales ont tendance à dire ben, débrouillez-vous avec le ministère de la Défense, lequel a d'autres dépenses à faire. C'est bien qu'on est un peu entre deux chaises. Et le musée ne vit qu'avec les entrées du public, les fonctionnements de la boutique et les locations de chars. Quand on loue des chars, nous avons reconstitution ça. Pour des tournages de Oui, des tournages de films, des choses comme ça. cérémonies, des commémorations. Alors, quelques anecdotes sur certains de ces blindés Mais qui sont vous là. voulez dire, là, vous êtes complètement autonome, pas de subvention extérieure, voilà. Non, alors un le musée qui ministère de la fonctionne, Défense, la délégation au patrimoine nous offre allez, quelques milliers d'euros, 3 000 euros par an pour acheter quelques mannequins Ouais, c'est ça. ou préparer une commémoration. Ah ouais, on a- oui, on n'a pas d'aide du tout. Alors, je signale Mais- que votre cas est exactement identique à celui du mémorial de Fleury à Verdun, où le colonel Pierson se débrouille aussi, comme il peut. comme il peut, et avec, avec les des gueules résultats, cassées, des résultats tout à fait remarquables. Alors, tout à fait quelques remarquables anecdotes. également. Bon, par exemple, nous avons deux chars, les deux premiers chars de la Première Guerre mondiale, le Saint-Chamond et le Schneider, que nous voulons faire d'ailleurs remettre en route pour le 2017, pour le centième anniversaire. Du chemin des dames, Du chemin des d'ailleurs, dames. on les a engagés. Ont eu une histoire. Ils sont partis en 1920 aux États-Unis. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être pour participer à la création de chars dans l'armée américaine qui était servir équipée de en modèle. 1917, pour servir de modèle modèle, peut-être. Et ils ont été oubliés là-bas jusqu'au moment où le fameux colonel Aubry s'est souvenu de cette affaire et on les a fait revenir avec un bien grand mal. Ça a mis 10 ans pour les faire Ah, revenir. 10 ans, oui, quand même. Mais on a les deux pièces uniques à peu près intactes Des chars ce de char. 1917, De là, les 1917. premiers engagements Voilà, de ce qu'on voilà. appelait à l'époque Oui, l'artillerie d'assaut, Voilà, absolument. théorisée par le général Estienne. Ouais. Alors après, nous avons des chars FT-17, donc le char de la Victoire, et nous en avons donc deux qui sont en état de marche. Ils roulent. Bon, c'est quand même, ils sont un peu fragiles quand même. Il y en Faut a pas- un dans la cour des Invalides aussi. Alors ça, c'est un autre. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a bien une vingtaine en France, des Une vingtaine chars. en France, ah oui. Pas sur les 5000 qui ont été fabriqués, il en reste quand même quelques-uns. Et puis, il y en a un surtout qui a été retrouvé en Afghanistan. Oui, ça, c'est extraordinaire. Un char de la Première Guerre mondiale. Oui, oui. Qu'est-ce Alors, je qu'il pense était que l'armée fait afghane, là-bas Faisait-il je pense que l'armée d'abord afghane, comme beaucoup d'armées, ouais. était équipée de ces chars. Oui. Ah Donc oui. on a eu du mal à le faire rentrer parce qu'il y avait de l'amiante, etc. Mais enfin bon. Ah oui, de l'amiante. Voilà, oui, donc il ne fallait pas le faire rentrer. Mais enfin bon, quelqu'un qui a désobéi et puis bon. Alors, comment on fait revenir un char en pièces détachées Ah non, celui-là, non, on l'a Il mis est dans pas un rentré. avion. Bah, Oui, c'est un avion porteur. Un avion oui, porteur. Un gros avion porteur. qui fait 8 tonnes. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Et alors, la muséographie donc, nous emmène de 1917, disons, ou de 1915, jusqu'à nos jours. Oui, bien sûr, quasiment. oui. On a des chars, on a reçu des chars récents. Hein. D'ailleurs, l'armée française, quand elle abandonne un matériel, nous en donne systématiquement 1 ou 2 exemplaires. Oui. Hein, nous en avons beaucoup dans les réserves. On a 600 chars en réserve. 600 chars dans les réserves. Ah oui. Ouais. Ah oui. Donc, beaucoup de doublons et malheureusement des chars que nous ne pouvons pas exposer par manque de place. Alors on a des projets d'extension, mais là aussi. Une fois de plus, tout est cher, mais oui. évidemment. Et est-ce qu'il y a en France un musée comparable, à votre connaissance? Par sa nature et son organisation, non. D'accord. Ouais. Ouais. Alors il y a des musées de qualité hein, qui appartiennent soit à des collectivités locales, soit à des particuliers. Oui. Ouais. Mais des musées où nous trouvons quand même autant de chars de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, et du début de la Deuxième, notamment ceux qui équipaient l'armée française en 1940, dont beaucoup sont en état de rouler, parce que nous avons beaucoup de chars en état de rouler, je crois quand même que nous n'en avons pas d'autres. Alors, vous avez Et ce fameux tigre, c'est Oui, le parce plus que gros vous char avez une jamais- salle allemande. Voilà, oui, on a une salle allemande spectaculaire. avec beaucoup d'engins, oui, hein, qui ont donc l'origine dont je vous ai parlé. Oui. Et le tigre royal, effectivement, c'est un peu notre mascotte, hein, parce que c'est le seul au monde qui soit en état de rouler. Il va rouler d'ailleurs à la Pentecôte au moment de notre festival des maquettes, puisque nous avons des centaines de maquettistes qui viennent exposer leurs œuvres là, avec des milliers de visiteurs. Et alors le tigre royal va rouler là.
Et Il donc, faut savoir lui parler quand même. Hein. Ce sont quand même nos mécaniciens qui sont des as de la mécanique et du pilotage. Ça doit être très émouvant quand le moteur démarre, ah, non, oui, c'est un gros avec ce moteur bruit puissant, extraordinaire. Une impression de masse. Ah oui, ah oui, ça, une impression de masse. Ce sont des témoins de notre histoire. Bien sûr. C'est ce que j'explique aux visiteurs. C'est pas simplement comme un musée automobile, c'est pas un musée automobile comme un autre. Hein. C'est quand même des engins de combat avec leur part de drame, bien évidemment, leur part aussi de gloire, il faut le dire. Hein, ceux qui ont participé à la libération de notre territoire, hein, soit avec la 2e DB, soit avec d'autres, la première armée, sont quand même des témoins de ces pages difficiles. Et un mot sur le Charles Leclerc, vous en avez un? Alors, on ne devrait pas avoir de Charles Leclerc parce qu'il est encore en service. Secret défense. Mais non, puis mettre dans un musée. Mais on a des avant-projets. On a des premières maquettes en quelque sorte. Bien, l'émission se termine, je crois. Donc, nous allons conseiller aux gens, peut-être sur la route des vacances, de s'arrêter. Oui, remercier, bien sûr. Et puis de se rendre à Saumur pour la Pentecôte. À la Pentecôte, oui, nous avons festival des maquettes, une fête qui sera l'occasion de voir circuler en plus le char Tigre. Le char Tigre, ça, la Seconde Guerre mondiale. Ne pas rater. Et puis, pendant tout l'été, arrêtez-vous à Saumur, si vous passez pas très loin. C'est un musée qui mérite le détour. Merci, colonel. Et puis, chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine.